Alors, correction du devoir de novembre 2019, on écrit 2 de préparation à l'agrégation interne EPS. Alors, tout d'abord le sujet, un rappel de celui-ci, une citation, faire du baccalauréat un tremplin pour la réussite, citation extraite du site EduScol, un nouveau baccalauréat en 2021, information de Jean-Michel Blanquer, publié le 16 juin 2019. En quoi et comment l'évaluation des acquis en EPS peut-elle contribuer à la réussite éducative durable de chaque lycéen? Alors, tout d'abord, la structure du sujet, comme nous avons pu le voir lors des TD de préparation, il s'agit de repérer les différentes notions clés, les éléments, les connecteurs du sujet. Donc on a en toile de fond toujours cette citation, qui doit être exploitée d'une manière ou d'une autre, nous le reverrons plus tard. En quoi et comment, les termes interrogatifs qui apparaissent ici au-dessus de la flèche. À la gauche, donc l'évaluation des acquis en EPS, qui est la première notion clé de ce sujet. Puis la deuxième notion clé, la réussite durable de chaque lycéen. Et les deux sont connectés donc par le groupe verbal peut-elle contribuer. Tout d'abord, définir la notion clé 1 à l'évaluation des acquis. L'objectif ici est de donner donc des définitions référencées, qu'elles soient institutionnelles, scientifiques, quel que soit le domaine scientifique, mais essayer d'avoir des définitions qui soient référencées, ce qui est un petit peu manqué dans une bonne partie des devoirs. Or, l'évaluation est une thématique de l'agrégation. Je pense qu'il faut donc dès maintenant vous atteler à l'étude de cette thématique et à la définition de ce terme. Euh, Notamment l'étude de la thématique en soulevant des problématiques, des enjeux, des perspectives qui sont liées à l'évaluation. Et pour cela, je vous conseille vivement d'aller voir les textes officiels et du SCOL, et notamment les textes aussi du socle commun, avec un vrai changement en quelque sorte de paradigme concernant l'évaluation, avec l'évaluation par compétences, et des textes, des directives ont été émises à l'époque justement de la rénovation des programmes et de la rénovation de l'évaluation. Et je pense qu'il est très intéressant de les consulter pour mettre en avant des problématiques, des enjeux, des perspectives. L'annexe 5 aussi, extraite d'EduScol, mettait en évidence les enjeux sous-jacents à la rénovation de l'évaluation au baccalauréat, après avoir rénové le brevet. Et l'objectif justement est de passer d'un constat à une analyse du dossier au regard de ces problématiques, de ces enjeux, et de voir où en est cet établissement en particulier et d'envisager donc des transformations, des évolutions qui soient pertinentes et particulières à cet établissement. Ensuite, pour la définition de la notion clé 2, réussite éducative durable des élèves, voilà, c'est le même principe. On est ici sur des définitions référencées. Je vous renvoie à Potvin, qui parle à la fois de réussite scolaire, de réussite personnelle, donc de validation de compétences tout autant que de bien-être, de sentiment de compétence. Et là, je vous renvoie aux théories de la motivation. Des problématiques, des enjeux, des perspectives. Là, on parle de tremplin de réussite. C'est un enjeu lié à la réussite, qu'elle soit complète, c'est-à-dire sur le plan scolaire et personnel, mais qu'elle soit aussi durable. Et c'est là le deuxième terme à envisager et à analyser. Qu'est-ce qu'on entend par durable? C'est une réussite qui est, entre guillemets, recyclable, que l'on peut soi-même rénover, que l'on peut soi-même rehausser. Donc, se mettre soi-même en réussite est un enjeu de ce sujet. Comment faire en sorte que l'évaluation que l'enseignant va proposer permette à l'élève d'être en réussite aujourd'hui, mais d'être un tremplin aussi pour sa réussite future, qu'elle soit personnelle ou scolaire, professionnelle. D'autant plus que la notion de compétence dans le domaine professionnel est très présente. Donc là aussi, inspirez-vous des textes officiels, d'EduScol, et toujours dans le même état, dans la même intention, c'est de réaliser un constat. Donc dans le dossier, l'analyser au regard de la réussite. Est-ce que cet élève qui ne trouve pas de sens, est-ce qu'il peut être en réussite? Sinon, pourquoi? Quel auteur souligne cela? Est-ce que le fait d'avoir une moitié de la classe qui n'obtient pas les encouragements
Est-ce que c'est justement encourageant en termes de réussite? N'y a-t-il pas là un décrochage peut-être passif à mettre en tension avec bien sûr les descriptifs de la classe et envisager donc des transformations, passer d'une réussite subie à une réussite pilotée par l'élève. Enfin, il faut envisager des transformations qui soient contextualisées et liées à la notion du sujet. Les termes annexes, donc qui sont durables, tremplin, contribuer, peut, chaque. On a ici durable, c'est les limites temporelles de la réussite. On peut, voilà, c'est ce que je disais dans la diapositive précédente, le durable nous questionne sur la capacité de l'élève à faire durer, la capacité de l'enseignant à donner les outils pour faire durer, de façon à ce que ça devienne un tremplin, qu'il ait des bases solides, des acquis solides, pour lui-même, entre guillemets, si on joue sur les mots, s'envoler vers la réussite personnelle, professionnelle, scolaire. La contribution, là aussi, contribuer, c'est prendre part à. Faire partie d'une tribu, prendre part à quelque chose, à la réussite. On peut prendre part positivement, négativement. L'évaluation peut-elle contribuer négativement? La question peut se poser, la notion d'erreur, de réussite. D'accord? La place de l'erreur, de l'échec. On peut contribuer sur un temps très court, immédiatement ou à long terme, durablement. On peut contribuer de manière très puissante ou de manière plutôt faible. On peut contribuer pour tous ou pour certains. Et c'est là que le peu, le contribuer, le chaque pose la question aussi de l'hétérogénéité. Et l'objectif serait peut-être d'envisager aussi des contributions qui soient à la fois collectives à la réussite. Donc, pour résumer, hein, c'est une contribution qui a lieu maintenant et plus tard, en EPS et ailleurs. Contribuer à quel endroit? En EPS, hors de l'EPS, dans le lycée, à l'AS, dans la vie personnelle, dans les associations. On a parfois dans le dossier des données sur l'environnement culturel. Et enfin, contribuer seul ou à plusieurs. Enseignants-élèves, élèves entre eux. Voilà, toutes ces questions amènent forcément à soulever les enjeux. Ces enjeux sont incontournables. Alors, le cœur du sujet est bien là, le en quoi et le comment. Alors, vous amène à mettre en évidence des moyens qui soient complémentaires, c'est-à-dire qui vont s'articuler pour aller de plus en plus loin dans une contribution à la réussite. Ils doivent être justifiés au regard du contexte, et le en quoi nous amène à entrer dans des facteurs explicatifs, donner la preuve que, qu'est-ce qui fait qu'une évaluation, une coévaluation, ait un impact sur une réussite personnelle et motrice. Et c'est là où on entre dans les mécanismes de transformation des élèves, les mécanismes d'acquisition qui sont parfois et très souvent gages de réussite. L'évaluation des acquis, lorsqu'on réfléchit en termes d'enjeux d'activité, on parle d'activité de conception, d'organisation de l'évaluation. Ce n'est pas l'évaluation sous ses différentes formes uniquement. Il faut voir l'activité de conception, quelle forme de pratique, quelle est l'organisation d'un point de vue temporel, d'un point de vue social. Il faut aborder cette activité d'évaluation comme étant stratégique pour l'enseignant de façon à faire réussir l'élève. Quels critères il va définir, quelle forme de pratique il va concevoir, va-t-il s'appuyer sur de la coévaluation, de l'auto-évaluation? Toutes ces questions peuvent se poser. Comment va-t-il l'organiser en termes temporels? Sur une situation avec des feedbacks sur le cycle, l'évaluation fixe des étapes. Sur le cursus, seconde, première, terminale, on voit très peu apparaître la notion de parcours d'évaluation dans les devoirs. Pourtant, je pense qu'il s'agit là d'une notion qui est en train un peu de faire évoluer la profession en parlant de parcours, de parcours de formation, et dans lequel justement le parcours d'évaluation est très important. Il est planifié, il est régulé par l'enseignant pour optimiser et guider l'élève dans sa réussite. Et donc il faut traiter l'évaluation dans toute sa complexité,
en termes d'actions partagées par l'équipe, pilotées, conçues pour mettre l'élève en réussite. En quelque sorte, c'est avoir aussi le en quoi le peut contribuer, toutes ces limites qui sont fixées dans le sujet et qui peuvent justement vous questionner sur cette réflexion épistémologique entre le terrain, la conception d'une évaluation, l'organisation, puis le retour à une conception, à l'ajout d'une règle, à l'ajout d'un partenaire d'évaluation, d'un coach, et montrer dans le devoir que voilà, vous êtes en train d'avancer par une méthodologie, en quelque sorte, d'essai-erreur, à partir de références théoriques, à partir de connaissances professionnelles. Enfin, la réussite éducative durable, donc là, c'est envisager différents niveaux de réussite, réussite totale, partielle, des formes de réussite, des formes de contribution, qui mettent en évidence, par contre, montrer ici que on peut appuyer sur une forme de réussite, essayer d'envisager une réussite sociale pour impacter la réussite motrice par la suite, et qu'il y a là aussi une stratégie de l'enseignant. Comment, avec ces élèves qui s'entendent bien, va-t-on les amener à être plus méthodiques? Peut-être que, justement, le levier de la collaboration peut être un levier très intéressant pour entrer dans une activité méthodologique, cognitive, réussite cognitive au service du moteur. Ensuite, bien sûr, cette réussite toujours instable, notamment chez le lycéen, chaque lycéen. Période compliquée où l'élève a des besoins d'autonomie, des besoins de reconnaissance sociale. Il a du mal à se construire. Et c'est là où on peut justement envisager de proposer des solutions. Alors, en termes d'objectifs, alors notre objectif est clair, c'est d'atteindre les 11-12, c'est-à-dire le début de bandeau 4. Voici un peu ce que présentait le bandeau de correction. Donc, tout d'abord, la réponse est de manière générale problématisée, explicite, justifiée, contextualisée. On y reviendra régulièrement dans le bilan à la correction du devoir. L'analyse du sujet, dans un premier temps, le sujet est questionné dans toutes les relations, évaluation, contribution, réussite au pluriel et durable. Ces relations mettent en évidence, permettent de mesurer les propos, le candidat y revient régulièrement au fil de la copie dans les propositions qu'il avance. Le candidat traite le comment et le en quoi. Il justifie ses propositions dans la conception, l'organisation, on est vraiment sur le en quoi, c'est-à-dire justifier ce que vous proposez. Faites la preuve que ce que vous proposez est fondé et en plus va avoir un impact sur la réussite. Et de quelle manière? C'est-à-dire expliquer comment cela se passe. Le comment permet de proposer des moyens concrets pour contribuer de manière efficace à la réussite dans toutes ses dimensions. Et même envisager peut-être la stratégie de mobilisation, de développement plutôt de la réussite. Comme je disais tout à l'heure, peut-être s'appuyer sur la réussite sociale, qui est déjà quelque part développée chez nos élèves, pour rentrer les engager dans une réussite motrice ou méthodologique. Donc proposer des idées contextualisées, qui soient opérationnelles, avec des contenus, des activités d'enseignants, des exemples très précis, des règles précises, ce qui donne du poids au comment. Les idées doivent s'articuler entre elles, c'est-à-dire qu'elles se complètent, parfois s'opposent, mais néanmoins s'articulent, et elles sont justifiées, explicites, en lien avec le contexte, et éventuellement des références, ce qui donne du poids au en quoi. Alors le contexte, les éléments du dossier, quels qu'ils soient, projet, iconographie, extrait de texte officiel en annexe 5, qui ont été très peu utilisés, sont analysés de façon pertinente. On n'est plus sur le constat, on est sur l'analyse. Voilà, les élèves n'ont pas les encouragements au premier niveau. Les élèves n'ont pas les encouragements, on peut imaginer que deuxième niveau, en utilisant bien sûr une référence théorique. Et le but du jeu est bien sûr de justifier les propositions, les opérationnalisations, les justifier, les rendre pertinentes au regard du contexte du dossier. Les profils de classe sont abordés, mettent en évidence des problématiques qui sont liées à la réussite, donc montrer, analyser en termes de réussite le comportement des élèves, repérer les obstacles en termes de réussite, et l'évaluation met en évidence bien sûr
des stratégies professionnelles qui sont locales et qui peuvent être soit utilisées, soit complétées, soit modifiées. Et enfin, les propositions abordent à la fois l'EPS et le hors EPS, l'AS. On a encore le conseil de vie collégienne, l'heure de vie de classe, on y reviendra tout à l'heure. Alors, l'introduction, pour reprendre un peu le module qui a été fait et les TD qui ont été proposés sur la structure de l'introduction, elle doit être structurée et problématisée. Alors, la définition, voilà une proposition de structure basée sur les définitions. Tout d'abord, définition de l'évaluation et des acquis. Donc l'évaluation des acquis. Dans mon cas, j'aurais structuré justement cette définition de l'évaluation autour des problématiques. Problématiques de lisibilité, progressivité, suivi du progrès et non de sanction. Donc une évaluation qui n'est plus sanction mais qui est lisible et progressive. La problématique de l'adaptabilité des élèves. Acquérir, c'est acquérir des compétences, c'est être adaptable, c'est savoir s'adapter, et non bachoter, répéter constamment une situation sur laquelle on va être évalué. Et ensuite, la problématique de l'évaluation dans sa structuration, dans son organisation, et dans le choix des critères de façon à personnaliser et à construire un véritable parcours de formation, un véritable parcours d'évaluation, un parcours de réussite basé sur l'évaluation, dans un objectif de réussite éducative. Définition de la réussite éducative, à la fois scolaire, à la fois personnelle, sentiment de bien-être, validation de compétences. Les problématiques liées, voilà, réfléchir en termes de problématiques, c'est réfléchir en termes de problématiques des réussites à combiner. Comment, voilà, un élève qui ne réussit pas méthodologiquement peut-il réussir de manière autonome en étant, d'un point de vue moteur? Ce sont des questions à poser. Peut-on réussir dans tous les domaines en même temps? Ne peut-on pas s'appuyer sur une réussite, un domaine où l'élève est en réussite, pour le faire réussir ailleurs? Donc ça, c'est une première problématique liée à la réussite et aux réussites de manière générale. Et enfin, alors, la problématique de la pérennité de la réussite, ailleurs et plus tard, seul ou à plusieurs. Quel est le rôle de l'erreur dans ce parcours de réussite? Comment faire en sorte que l'élève, une fois confronté à l'erreur, ailleurs, plus tard, seul ou avec d'autres élèves, soit capable de surmonter cette erreur et donc de faire perdurer sa réussite et d'être lui-même acteur de sa propre réussite. Et c'est la deuxième problématique. Analyser le contexte, c'est-à-dire montrer, repérer des besoins particuliers, quelles sont les entraves à la réussite. On a des élèves qui n'ont pas les encouragements, on a des élèves qui n'ont pas de sens, on a des élèves absentéistes, on a des élèves qui réussissent, qui pratiquent, qui sont méthodiques, enfin qui sont d'un point de vue social en réussite, mais qui ont des difficultés méthodologiques. Donc là, ça pose des questions sur la réussite, la réussite globale de l'élève. Et puis ensuite des ressources pour la réussite. Quelle, quelle structure peut-on utiliser dans cet établissement? Le conseil de vie lycéenne, le projet EPS, le projet AS, le projet d'établissement, les actions qui sont menées, les sections, notamment anglais EPS. Enfin, en quoi et comment peut-on utiliser, comment peut-on émettre des obstacles à la réussite, comment peut-on repérer des obstacles à la réussite et envisager d'essayer de compléter, d'améliorer ou d'utiliser ce qui existe déjà dans cet établissement pour mettre en réussite les élèves. De même avec l'évaluation. Quelle est la forme d'évaluation qui est privilégiée? Peut-on l'améliorer? Peut-on l'utiliser? Le but est d'apporter, bien sûr, une réponse singulière et adaptée. C'est une étude de cas, comme ça a été souligné dans les rapports de jury. Un plan de taille ou détaillé, c'est-à-dire une fois ces constats réalisés, une fois les termes définis de manière très générale, les problématiques relevées, le contexte analysé, on va envisager un plan. Voilà, un plan. C'est un plan. Comment, quelles idées on va mettre en place pour un projet de taille pour cet établissement. Alors, ce plan détaillé, je vous fais une proposition. Dans une première partie, il m'aurait semblé intéressant de traiter d'un parcours d'évaluation à la fois méthodique et équitable, véritable source d'apprentissage personnalisé et progressif, pour un engagement durable, gage de réussite personnelle et citoyenne.
Partie 2, une évaluation exigeante et bienveillante. Un parcours piloté par l'erreur, où la coévaluation est une source d'adaptation de l'élève et un véritable catalyseur de progrès moteurs sociaux vers une réussite pérenne. Enfin, dans une partie 3, des évaluations repères qui jalonnent une logique inversée de projet de transformation qui est progressivement dévolue à l'élève et qui vise une contribution individualisée aux apprentissages moteurs et méthodologiques. Pour aller plus loin dans ce plan, il aurait été intéressant, et notamment dans vos annonces de partie, de mettre en évidence une caractéristique d'élève. Si je prends par exemple ma dernière partie qui se base sur l'individualisation du projet grâce à l'évaluation repère, je peux mettre en évidence une hétérogénéité forte des élèves qui est notée dans le dossier. De même que la coévaluation dans la partie 2, évaluation exigeante, bienveillante, c'est mettre en évidence le fait que la réussite sociale des élèves peut être une source justement de réussite méthodologique et motrice chez ces élèves. Donc peut-être mettre en lien dans vos annonces de partie, et je vous conseille de le faire, de contextualiser vos annonces. Alors un plan voilà, détaillé pour chaque partie. Envisagez tout d'abord, lorsque vous faites votre plan détaillé, d'analyser le contexte, montrer des obstacles en termes de réussite ou d'évaluation. Voilà pourquoi ces élèves ne sont pas en réussite. On constate ça à la page 5 du dossier. Il semblerait qu'en termes de réussite, ce ne soit pas convenable, ce ne soit pas favorable. Expliquer pourquoi et ensuite proposer très vite un exemple qui soit opérationnel avec des contenus, des activités d'enseignants, d'élèves et une organisation précise. Par la suite, cet exemple, il faut l'étayer, c'est-à-dire montrer que voilà, on a des appuis dans le contexte. On a des appuis théoriques. Et l'expliquer, c'est-à-dire par le fait que les élèves sont coévaluation, on peut viser ça. Par le fait que cette évaluation soit lisible et des indicateurs faciles, peut-être qu'Adrien, en recherche de sens, va s'investir davantage. Donc voilà, un exemple opérationnel, étayé, expliqué. Et dans chaque partie, chaque sous-partie en quelque sorte, vous pouvez mettre en évidence ces 3 points différents, contexte, réussite, exemple. Alors là, je vous laisse regarder un petit peu le détail de la partie que j'ai proposée ici. Il s'agit d'une partie sur le parcours d'évaluation méthodique, équitable, source d'apprentissage personnalisé, progressif, pour un engagement durable et qui est gage de réussite personnelle et citoyenne. Donc l'idée ici serait qu'on voit que des élèves pratiquent une activité physique en club, donc on a une culture sportive qui n'est pas forcément développée. Euh, on a félicitations, encouragement pour 12 élèves sur 24, soit 50% d'une classe. On se rend compte aussi dans le dossier qu'on a des élèves donc peu sportifs et à des niveaux très hétérogènes. La culture sportive, la culture fédérale, quelque sorte, le sport, ne semble pas avoir beaucoup de sens pour eux et cette forme de réussite n'est peut-être pas connue de leur part. Ou alors ne leur paraît pas accessible. Or en EPS, c'est la spécificité, éducation physique et sportive. Donner le goût aux élèves, comme dans l'annexe 5 le souligne, de faire perdurer la santé et une réussite plutôt personnelle et un bien-être personnel grâce à la pratique sportive. Donc réussite essentiellement scolaire pour ces élèves, une culture sportive peu développée. En termes, voilà, pour revenir sur le terme durable, peu d'élèves préparés à la suite de leur cursus post-listé grâce à la construction d'habitudes de pratique physique pérennes, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Et mes exemples seraient les suivants. À mener une réflexion didactique et pédagogique pour une évaluation équitable. Un parcours d'évaluation dans un premier temps, formative, des habiletés, qui soit cohérent avec l'introduction des règles fédérales. On prend l'exemple en handball, cohérence, habileté et règles. Lorsqu'on introduit les règles de la zone devant le but, on peut développer l'habileté du tir en course, puisque certains élèves, un peu, je n'ai plus les termes du dossier, mais qui sont faibles physiquement,
petite santé, je crois, le terme est utilisé, faire en sorte que ces élèves soient capables de tirer au but, en développant l'habileté du tir en course, du tir en suspension pour d'autres, et leur permettre justement d'accéder à la cible. Faire en sorte que la réussite soit déjà accessible. Certains n'osent pas tirer parce que on peut imaginer que certains élèves n'accèdent pas cette forme de réussite dans le duel tireur-gardien parce qu'ils n'ont pas les habiletés nécessaires pour se confronter à la règle culturelle de, du handball. Et donc faire en sorte de donner le sens de cette règle, c'est la protection du tireur, du gardien lorsque le tireur s'approche de lui, et quelque part, ce sens n'est pas saisi par tous les élèves, puisqu'ils sont peu sportifs. Donc montrer que, proposer justement, un parcours d'évaluation des habiletés, les habiletés évaluées en lien avec les règles introduites au cours du cycle. Ensuite, c'est habileté feedback, vers une évaluation au travers des feedbacks en direct, grâce à la tablette Otis. Donc je vous laisse, voilà, ces exemples-là, vous êtes friands, mais je pense que c'est très intéressant. Donc on passe ensuite à une évaluation équitable de ses pouvoirs moteurs. C'est-à-dire qu'une fois que ces habiletés donc, sont développées, l'habileté du tir en course, on va mettre l'accent sur des critères précis à travers de la tablette. Je vous laisse consulter des articles tels que Potvin, qui met en évidence voilà l'importance de l'évaluation par feedback dans la réussite motrice, et qu'au-delà de cette réussite motrice, il semblerait que, au regard de l'hétérogénéité des élèves, il puisse encore y avoir des obstacles à la réussite, parce que chacun a son rythme d'apprentissage, chacun a son propre rythme de réussite dans son parcours de formation, et que de ce fait, on envisagerait une évaluation qui soit équitable avec des pouvoirs moteurs donnés à certains élèves. Et que là, on pourrait autoriser certains élèves, après discussion entre les capitaines d'équipe lors des situations de match, euh, décider de pouvoirs moteurs pour certains d'entre eux, sans les stigmatiser, mais les autoriser à mettre un pied dans la zone. À d'autres, leur proposer de tirer d'un petit peu plus loin des pointillés pour équilibrer le rapport tireur-gardien, et parler là de notion de réussite citoyenne, dans le sens où on est sur la dimension d'équité, la valeur d'équité qui dépasserait un peu la règle fédérale qui, elle, est la même pour tous. Et pourquoi pas envisager en exemple, en extension de cet exemple, en EPS, du capitaine qui décide des pouvoirs moteurs, d'aller jusqu'à des discussions, conseils de vie lycéenne avec la notion d'équité dans d'autres matières, dans d'autres domaines. Alors, ici, en termes de ressources d'appui, hein, au niveau du contexte, l'annexe 5, liberté pédagogique des équipes, à utiliser, à exploiter, surtout dans ce type de sujet, ce sont les nouveaux programmes, montrer que vous êtes force de proposition. Et je pense que là, utiliser cette liberté pédagogique justement pour créer une évaluation équitable, ça peut être très intéressant. L'appropriation d'une culture sportive adaptée en annexe 5 aussi, engagement futur, ouverte, enfin une culture sportive ouverte vers la suite du parcours. Donc là, on essaie d'engager les élèves dans une activité de sport équitable et adaptée, qui va leur permettre peut-être de leur donner le goût de la pratique physique, plutôt que le rejet face à des règles qui les empêchent justement, qui les amènent à être en échec ou en erreur dans certaines activités. Et puis l'iconographie, si vous voulez utiliser voilà, la photo des mains croisées avec les différences, le soutien, la culture commune, et montrer cette notion d'équité. Alors je vous laisse lire hein, ensuite partie 2, puis la partie 3, où là sur la partie 2 on est davantage sur le texte de 2015, hein, où on exploite justement l'évaluation lisible, l'évaluation bienveillante et lisible, vise faire en sorte que voilà, des élèves sont peut-être en décrochage passif, une demi-classe sans encouragement, ni félicitations, manque de méthodo. On peut imaginer une pratique plaisir immédiat qui ne débouche pas sur de réels apprentissages. Des élèves sans outils pour dépasser l'erreur, l'exploiter. Or, il y a de l'or dans l'erreur. Et ici, l'objectif, c'est de faire en sorte que les élèves soient en réussite grâce à l'erreur, en utilisant l'erreur, et cela permettrait de faire perdurer la réussite. Donc, dans un premier temps, une évaluation bienveillante, dédramatiser l'erreur,
Ensuite, évaluation, support qui est plutôt bienveillante, adaptée, progressive, donc à exploiter, doser l'erreur. L'enseignant joue avec la notion d'erreur. Il utilise le coach pour permettre à l'élève de surmonter cette erreur. Avec une formule club où un élève numéro 1, numéro 2 se rencontrent sous forme de championnat, puis ont des temps d'entraînement ensemble, où il y a du sparring partner. Enfin, on est vraiment sur l'expérience culturelle, en quelque part d'une évaluation en lien avec la forme de pratique et qui va guider justement le renforcement de certaines habiletés. Donc c'est une évaluation pilote des apprentissages qui permet de se mettre en réussite à la fois motrice et sociale. Et enfin, prolonger cette réussite en AS avec le rôle de coach, ou l'accompagnement personnalisé, ou par exemple le binôme de coaching dans le club en EPS s'inverse, par exemple dans une matière telle que les mathématiques ou le français, et, euh, et le coach finalement, le numéro 1 du club en activité badminton deviendrait le numéro 2 lors du coaching en mathématiques ou autre, et mettre en avant cette volonté de prolonger l'expérience voilà, de l'évaluation support euh, du, de la progression, de la réussite des élèves par l'utilisation d'un binôme. Et enfin, sur une dernière partie, donc on peut voir des élèves peu méthodiques qui sont sportifs mais qui n'exploitent pas leurs habiletés dans un contexte plus complexe, qui ne sont pas compétents, ils ne s'adaptent pas aux évaluations finales et ils ne valident donc pas leurs compétences. Les élèves bachotent, répètent et puis sont très perturbés lorsque il y a des erreurs. Donc envisager voilà, des évaluations repères, une évaluation diagnostique avec orthogonalité des buts pour fixer des axes de progrès. Une évaluation formative qui est un passage obligatoire, puis elle est planifiée, donc l'élève fait des choix à partir de l'évaluation formative, l'élève fait des choix de construction d'habileté, elle est pilotée donc par l'élève pour valider ses propres apprentissages, il peut choisir à quel moment il se fait évaluer, il s'auto-évalue, et enfin évaluation finale avec un choix de niveau de complexité par l'élève, c'est-à-dire que lors de l'évaluation, l'élève choisit un niveau de difficulté, et, euh, et en fait, il valide cette compétence, et en quelque part son projet de formation et de réussite est validé aussi, au regard de son investissement dans ce propre projet dans lequel auquel il a lui-même contribué. Donc le contexte, hein, c'est une PS ouverte vers la suite, une éducation au choix, un travail collaboratif, et l'iconographie, ce serait de se dépasser, d'aller un peu plus loin que le plaisir immédiat, que la réussite immédiate, en rentrant dans une logique de projet. Euh, donc voilà pour les trois parties que je pouvais vous proposer. Ensuite, je vais à présent faire un bilan du devoir. Alors je m'excuse, hein, c'est un peu long cette fois, mais ça vous permet de voir ce que j'ai relevé sur les différentes copies. Euh, dans un premier temps, la structure de l'argumentation. Donc à encourager. Donc j'ai essayé de mettre en évidence des stratégies qui avaient été efficaces sur la rédaction du devoir. Donc dans un premier temps, il serait intéressant de dire réussir, c'est donc l'évaluation. Donc par exemple ici, réussir, c'est améliorer le sentiment de compétence perçue. Donc, concevoir une évaluation formative lisible pourrait contribuer de manière spécifique à la réussite personnelle et scolaire de l'élève. Donc voilà, pour vous, la réussite, c'est ça. Donc mon évaluation va s'organiser, va se concevoir de cette manière. Ou inversement, si vous avez des idées. Vous pouvez compléter cela par une analyse de dossier pour aller un peu plus loin. Dans le dossier page, nous pouvons remarquer que la moitié des élèves n'obtient pas les encouragements, ce qui pourrait mettre en évidence un décrochage passif. Tibert 2016. Le manque de confiance en soi, selon cet auteur, pourrait en être une cause. Comme nous l'avons souligné en introduction, faire réussir un élève d'un point de vue personnel pourrait consister à favoriser les situations où il augmente son sentiment de compétence. Donc vous donnez ce que c'est pour vous réussir. Ainsi, concevoir une évaluation formative lisible, vous donner une forme, un moyen concret d'évaluation, pourrait contribuer efficacement à la réussite personnelle de chaque élève. Ensuite, vous avez à l'opérationnaliser, c'est-à-dire à montrer un exemple professionnel précis dans une APSA, des contenus précis, des activités d'enseignants d'élèves
qui vont impacter spécifiquement l'idée formulée. C'est-à-dire qu'ils vont concrètement améliorer le sentiment de compétence des élèves et seulement cela. Ne sortez pas de cette idée, n'allez pas vers d'autres idées, restez sur cette idée, allez jusqu'au bout, puis ensuite le justifier. En effet, parce que l'enseignant fait cela, alors il augmente ceci. Et ça a un impact sur le sentiment de compétence. Parce que l'élève, parce que les règles construites engendrent tel type de comportement, parce que les choix didactiques, donc vous avez plein de possibilités. Parce que tel auteur a montré a mis en évidence que ce type d'interaction entre l'enseignant et l'élève permet l'amélioration du sentiment de compétence. Ainsi, vous résumez un peu, l'évaluation formative construite, pilotée, d'évaluer, voilà, contribuerait efficacement à améliorer le sentiment de compétence et par conséquent la réussite. Et puis vous pouvez aussi étayer ces idées au regard des différents projets, n'oubliez pas d'en parler. Ceci est en corrélation avec l'axe numéro 2, numéro 3 du projet EPS-AS. Donc voilà un petit peu pour la structure de votre argumentation. À éviter surtout, ce que j'ai pu voir dans les copies parfois, réussir, donc ne pas mettre de relation entre les notions clés du sujet. On ne sent pas la relation entre la réussite et l'évaluation. Pas d'analyse du sujet, des constats, mais non pas des analyses. Les élèves n'ont pas des encouragements. Mais qu'est-ce que cela veut dire en termes de réussite ou d'évaluation? À opérationnaliser, c'est-à-dire on voit une magie de la tâche, un dispositif préconçu que vous utilisez mais sans expliquer, sans faire de lien explicite avec les notions clés du sujet. Ensuite, vos justifications, massées ou délayées, c'est-à-dire qu'on va les donner d'un bloc ou sur plusieurs blocs, n'existe pas. Il manque d'explication des mécanismes. Le en quoi n'est pas traité. Et même si le en quoi n'est pas dans la question, faites cet effort de justifier. Montrez que par ce que vous proposez, vous répondez au sujet. Et enfin, un pavé d'argumentation. Parfois, on a des pavés parce qu'on voit que les élèves sont comme si tel auteur a dit cela, tel auteur a dit cela, puis on remarque que les élèves... Et enfin, on arrive à l'opérationnalisation. On est noyé dans les références, on est noyé dans l'analyse, et on n'attend qu'une chose, c'est de voir l'exemple arriver, et arriver à ce moment-là, on a du mal à faire le lien. Rentrez beaucoup plus vite dans l'exemple. Et puis, commencez à justifier par la suite, ce sera beaucoup plus clair pour le correcteur. Et enfin, le manque de référence au contexte, voire de propositions pour aller plus loin, donc sur l'étayage de votre proposition. Alors je continue, je fais un résumé. La structure de l'argumentation, c'est d'entrer rapidement dans l'opérationnalisation de l'idée annoncée, ce que je viens d'expliquer. Ne pas traîner à faire une page ou une demi-page où il n'y a que des références ou que des analyses de dossier, de contexte. Et éviter le pavé de citation, d'extrait de dossier, de justification avant l'opérationnalisation. L'idéal est de distiller un petit peu vos arguments, vos extraits, enfin vos analyses mais en tout cas, même si vous n'arrivez pas à faire cela, si vous le faites de manière plus massée, faites-le après l'opérationnalisation. C'est beaucoup plus clair pour le. Ensuite, l'utilisation des textes officiels. N'hésitez pas à les utiliser et utiliser les textes récents. Les textes lycée doivent être connus. Ils sont très peu présents dans les copies et c'est assez inquiétant. Si un sujet sur les nouveaux lycées, nouveaux programmes lycée tombe et que vous ne les maîtrisez pas, et de même pour l'oral 1, ce sera très compliqué. D'ailleurs, en ce sens, nous avions fait le choix de vous proposer l'annexe 5 pour vous aider dans cette démarche. Or, l'annexe 5 n'a été que très très peu utilisée dans les devoirs. Elle doit servir à construire votre réflexion, à justifier vos propositions. Enfin, les textes sur l'évaluation, notamment EduScol en 2016, qui parle que les modalités d'évaluation privilégient une évaluation positive, simple, lisible, qui valorise les progrès, soutient la motivation, encourage les initiatives. Vous avez là quasiment des pistes de réponses pour 4 parties différentes. Personne n'a utilisé ces textes. Et cela m'a un peu dérangé dans le sens où je pense que la réforme du collège, en fait, se propage et se prolonge au lycée aujourd'hui, et que je pense que les problématiques, les intentions qui étaient présentes
sur la réforme de l'évaluation au collège sont les mêmes au lycée. Et il serait vraiment très très intéressant de traiter le sujet en utilisant ces intentions-là, positives, simples, lisibles, valorise le progrès, soutient la motivation. Et là, on est en plein dans le sujet. Donc, je vous mets un lien vers un guide de l'évaluation. Retournez voir, tapez évaluation, socle commun, allez sur EduScol. Et n'hésitez pas à vous faire une fiche vraiment sur tout ce qui est proposé à l'évaluation. On a énormément de documents en EPS aussi. Allez les consulter et traiter vraiment cette thématique en profondeur, en vous appuyant sur des thématiques et des enjeux. Ensuite, bilan concernant l'utilisation du contexte, l'exploitation du contexte. Sortez de cette classe de première 4. Toutes les copies se sont contentées quasiment de ne traiter que de cette classe. Allez en AS, allez sur le grand oral, allez sur le TPE. Sur les TPE, ils existent encore jusqu'en 2020. Donc les terminales auront un TPE. Allez sur le conseil de vie lycéenne, sur l'heure de vie de classe, sur les dispositifs spécifiques de l'établissement. On ne voit pas suffisamment le hors EPS. Enfin, s'appuyer sur des dispositifs existants. Améliorer, prolonger, diffuser, je sais pas, l'anglais EPS ou d'autres dispositifs proposés. Alors, pour terminer, je vous laisserai faire la lecture, le bilan du devoir sur des extraits de copies pour progresser. Donc je remercie d'ores et déjà tous les candidats qui ont accepté que j'utilise leur extrait de copie. De toute façon, c'est dans le bon sens et je les en remercie beaucoup. Donc là, deux types d'intros vont vous être proposés, celle de Yanis Huberdeau et celle de Romuald Grandin. L'une est structurée sur des définitions, l'autre est structurée sur l'analyse du contexte. Cela vous permet de voir deux introductions, l'une d'un bandeau 5, l'une du bandeau 4. Je vous laisse faire la lecture. Ici, on est plus sur la partie du développement. Donc, comment annoncer une partie, analyser un dossier et justifier théoriquement une idée, et annoncer l'idée que vous allez défendre. Ici, c'est très bien fait, c'est fluide, ça parle de tout sujet, ça précise les termes et ça les met en relation. Et voici un exemple de partie sur la justification de votre exemple. De façon massée, mais très bien faite, et qui est faite de façon très claire, très fluide, et qui justifie finalement le en quoi.